Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vraiment féliciter et remercier les artistes qui viennent de se produire. Je pense que c'était vraiment un très, très beau moment. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être important quand on discute de résilience. On parle beaucoup de mesures concrètes, parfois de choses très prosaïques. Je pense que ça va aussi être important de mobiliser nos imaginaires. Et pour ça, de faire appel à nos émotions, de les mobiliser par l'art, par toute une série de récits, par toute une série d'expressions artistiques, corporelles. Ce n'est pas juste une affaire de sacs de sable et de mesures prosaïques de réaménagement du territoire. C'est aussi, je crois, une question de vision et une question de chemin à tracer ensemble. Et donc, ce que je voudrais vous proposer pour ces quelques minutes de conclusion, c'est d'abord de faire une petite synthèse de ce qui s'est dit dans les 4 ateliers, puisque bien sûr personne ne pouvait assister à l'ensemble des ateliers, et puis de vous proposer quelques pistes qui pourraient nous emmener vers l'avant à partir de ce qu'on a entendu dans la table ronde et de voir comment, au fond, nous pouvons construire ensemble un projet de résilience. Dans l'atelier sur les canicules, on a insisté sur, au-delà de la question des températures, sur l'effet de ces températures élevées sur la santé et sur la mortalité, avec la nécessité d'avoir une attention plus grande au public précaire, en rappelant que l'espérance de vie pour ceux et celles qui vivaient dans la rue était inférieure à 50 ans et qu'il était difficile, lorsqu'on vivait dans la rue, de mettre en place les recommandations fournies par les autorités, qu'il s'agisse de s'hydrater régulièrement, qu'il s'agisse de se mettre à l'ombre. Et donc, il y a une grande attention à porter à ces publics lors des vagues de chaleur. Il y a évidemment des solutions qui sont bien connues et qui doivent être déployées à plus grande échelle, et en particulier la nécessité d'augmenter le couvert arboré et la végétalisation, en particulier dans les villes. Dans l'atelier sur les inondations, on a beaucoup insisté sur la nécessité de dépasser une vision individuelle de la résilience pour aller vers une vision collective de la résilience. C'est-à-dire que chacun travaille évidemment à essayer de se protéger, de protéger les siens, de protéger ses biens, mais la question c'est de savoir comment nous pouvons mettre ensemble ces initiatives de résilience individuelle pour les transformer en une vision collective de la résilience. Et pour cela, il faudra davantage, et on l'a rappelé aussi dans cette table ronde, inclure les citoyens, les victimes, mais aussi les volontaires, les bénévoles, qui parfois se sentent un peu en dehors des processus d'organisation formelle, qui ont besoin d'être davantage impliqués, qui ont besoin que les autorités aillent vers elles, aillent vers eux, parce qu'ils ont à la fois beaucoup de choses à apporter, mais qu'il y a une nécessité aussi d'avoir une organisation, une coordination qui fasse place à ces initiatives citoyennes, qui fasse place à ces solidarités spontanées qui se mettent en place. Et puis il faudra aussi évidemment du temps par rapport à la mise en place et à l'entretien des infrastructures. Il faudra aussi de la mise en réseau, notamment pour que l'on puisse s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres communes, en Wallonie ou en Flandre, mais aussi en Europe et certainement dans les pays du Sud. Dans l'atelier sur les sécheresses, on a beaucoup insisté sur la cascade d'impact qui était entraînée par les sécheresses et sur le fait que ce n'était pas juste une question agricole, par exemple, mais qu'il y avait toute une cascade d'impacts et aussi d'impacts sociaux. Et que pour minimiser ces impacts, il allait falloir anticiper une série d'arbitrages, notamment une série d'arbitrages en ce qui concerne les usages de l'eau, entre ces usages pour l'agriculture et pour la consommation humaine, et aussi percevoir les bénéfices qu'il y avait à déployer des moyens de résilience face aux sécheresses et face aux inondations. Les sécheresses et les inondations sont souvent les deux faces d'une même pièce, et on sait que des sols asséchés sont moins capables, je dirais, d'absorber les excès de précipitation, et que souvent on risque d'avoir une alternance de sécheresse et de précipitation. En ce qui concerne l'atelier sur la biodiversité, enfin, on a insisté sur la nécessité de montrer
la biodiversité et ses richesses à tous les types de publics, y compris des publics précarisés, y compris des publics plus âgés. Et ça passe certainement par des projets, y compris des projets pédagogiques, comme celui qu'a évoqué Jean-Michel Javot, en partenariat avec des institutions comme Natagora, avec des projets comme le projet LIFE, et aussi de s'inspirer davantage de solutions qui soient fondées sur la biodiversité. Et la biodiversité elle-même peut inspirer beaucoup de solutions en matière de résilience face aux sécheresses, aux inondations et aux canicules notamment. Ce colloque a été décidé et pensé par la ministre Tellier et ses équipes bien avant les inondations. Et il est évident que les inondations de l'été dernier lui donnent un relief particulier, une importance particulière, et nous confèrent à tous et à tous une responsabilité particulière aussi, celle de ne pas échouer, celle de ne pas reproduire certaines erreurs qui ont été mises en évidence, notamment par la commission d'enquête sur les inondations, et de tirer une série de leçons de notre impréparation et de notre vulnérabilité. Et la première des leçons que nous devons tirer, je crois, c'est sans doute cette humilité et cette conscience de notre propre vulnérabilité. Et pour ça, je crois qu'il est nécessaire que nous abandonnions la posture statique que nous avons parfois eue jusqu'ici. Une posture d'attente ou une posture qui verrait la résilience comme une sorte d'empilement de sacs de sable avec les citoyens en haut de la citadelle à guetter l'arrivée des eaux ou l'arrivée de la sécheresse. Et une phrase en particulier de la table ronde m'a beaucoup interpellé. Elle a été prononcée par Gilles Mayeux, qui a dit « On se prépare, mais on n'est pas prêt ». Et il est fondamental de reconnaître cela. Il est fondamental de reconnaître que nous ne serons jamais prêts et que c'est important de ne jamais être prêts. Parce que si nous pensons à un moment que nous sommes prêts, alors ça veut dire que nous ne sommes pas préparés. La résilience, ce n'est pas une question d'état, c'est une question de trajectoire et de mise en mouvement, d'anticipation permanente. Alors bien sûr, il faudra entreprendre certains travaux en matière d'infrastructure, en matière de réaménagement du territoire, en matière de cartographie des zones inondables, par exemple. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faut voir la résilience comme un processus participatif. Et il faut voir la résilience véritablement comme un projet politique qui peut mettre l'ensemble d'une société, l'ensemble d'une communauté en mouvement. Parce que, comme je l'ai dit ce matin, nous savons que le changement climatique est irréversible. Alors on peut voir ça, évidemment, comme un coup de marteau sur la tête et comme le dessin de sombres perspectives, car effectivement, ça veut dire que nous entrons dans un climat d'instabilité. Et c'est ça qui marque, au dire des géologues, le changement de période géologique qui est le nôtre pour le moment. Nous avons quitté l'Holocène, qui est la période dans laquelle nous étions au cours des 12 000 dernières années, et qui était caractérisée par une remarquable stabilité du climat, qui a permis notamment le développement spectaculaire de l'agriculture. Et nous entrons désormais dans l'Anthropocène, littéralement l'âge des humains, qui souligne à la fois l'impact profond que nous avons en tant qu'humains sur les couches sédimentaires de la Terre, mais qui souligne aussi que le climat de cette nouvelle époque sera un climat d'instabilité. Et donc, nous allons devoir nous demander collectivement comment nous allons pouvoir gouverner ce climat instable, comment nous allons pouvoir gouverner cette terre nouvelle que nous avons transformée. Et pour cela, nous allons avoir besoin de bases solides. Et ces fondations solides, elles passeront, je crois, nécessairement par la conscience
de notre responsabilité collective, les uns, les unes, envers les autres. On a dit parfois qu'un des problèmes dans la désignation de l'Anthropocène, c'est qu'au fond, il mettait sur le même plan tous les humains en les considérant comme également responsables des transformations infligées à la planète, alors qu'on sait que ces transformations sont le fait d'une petite minorité, tandis que la majorité de l'humanité est victime bien davantage qu'actrice de ces transformations. Mais pourtant, si nous voulons considérer l'Anthropocène, non pas uniquement comme le point d'entrée dans cette nouvelle époque géologique, mais si nous voulons considérer l'Anthropocène aussi comme une manière de gouverner cette terre nouvelle et ce climat instable, c'est aussi un formidable message qui nous est donné, celui de notre égale responsabilité les uns, les unes par rapport aux autres. Au-delà des frontières générationnelles, au-delà des frontières de classe sociale, au-delà évidemment des frontières municipales ou nationales. Et je crois que pour transformer cette résilience en un projet politique, pour retrouver une solidité de nos fondations par rapport à l'instabilité du climat, nous allons avoir besoin de confiance. Et la résilience, c'est aussi, et surtout, dirais-je, une question de confiance. De confiance dans nos dirigeants, de confiance dans nos institutions, de confiance dans nos réseaux, de confiance dans nos services publics, de confiance dans nos ressources, et finalement, et plus que tout, de confiance en nous-mêmes. Merci beaucoup.